l'IFI, ça ressemble à l'ISF, vous le savez, on a quand même beaucoup de similitudes, même seuil de patrimoine, 1,3 million, les mêmes taux qui s'appliquent, le même calendrier ou presque, hein, puisque maintenant ça accompagne la déclaration d'impôt sur le revenu 2042, avec une petite conséquence pratique hein, que j'aime bien rappeler systématiquement. D'une part, sur le plan des contrôles, malgré tout, on ne peut pas ignorer que la base IFI, c'est celle de l'ISF, comment dirais-je, allégée de 75% des éléments, hein, et que d'autre part, d'après mes informations, mais je fais confiance à Jean-Pierre si je me gourre, il va me corriger, le nombre d'inspecteurs ou de contrôleurs affectés à l'IFI est resté à peu près le même que celui de l'ISF. Donc vous comprenez à peu près ce que ça peut vouloir dire en termes de contrôle, surtout que le siège, le lieu de destination à la déclaration étant le même centre des impôts, pour ceux qui trouvaient assez malin d'avoir un patrimoine immobilier qui représentait un taux de capitalisation de 20% de leur revenu foncier, le calcul va être assez immédiat. On commençait déjà à avoir des remarques et des contrôles en matière de SF, évidemment, et on peut se douter assez facilement que pour l'IFI, ça va être la même chose de façon accélérée. On a encore des exonérations qui perdurent sur les biens professionnels, on va y revenir, bois et forêt, les parts de groupements fonciers forestiers et les groupements de fonciers agricoles, c'est pas facile à dire. Et puis le même plafonnement, même si honnêtement, c'est quand même pas simple à obtenir pour quelqu'un qui est en activité, le même plafonnement par rapport aux revenus, 75%. Ce qui fait dire aussi là, il faut faire attention que pour faire ce calcul de plafonnement, on prend l'ensemble des revenus qui ont donné lieu ou pas au paiement de l'impôt, comme par exemple des plus-values immobilières, et qu'à chaque fois qu'on met en place une stratégie de plafonnement, dès qu'il y a un revenu supplémentaire, ça coûte combien en impôt? Ça coûte 75%. L'assiette est limitée à l'immobilier, avec encore une fois un problème de valeur vénale nette de dette, on y reviendra un peu plus en détail, que ces biens soient détenus en direct, pas à l'intermédiaire d'une société, ou aussi maintenant, quand je dis maintenant, c'est pas une vraie nouveauté, sauf que là c'est expressément indiqué que les biens détenus par l'intermédiaire d'un crédit-bail sont imposables, quand bien même le crédit-bail aurait une durée de blocage sur sa levée d'option. Un abattement de 30% globalement conservé sur la résidence principale, évidemment quand elle est détenue en direct, hein, pas à travers une société civile, mais avec des règles ô combien complexes, alors, même compliquées. Hein, compliquées. Vous connaissez la différence entre compliqué et complexe? Compliqué, c'est quelque chose, c'est difficile, que vous ne comprenez pas forcément sans avoir une science précise. Hein. Des règles mathématiques, c'est compliqué, mais pour les mathématiciens, ils peuvent y arriver. Mais il y a des règles complexes. Hein. Par exemple, quand vous avez un pas de pâte, quand vous tirez la dernière spaghetti, savoir de quel côté va tomber celle de dessus, ça c'est complexe, parce que vous en savez rien. Donc avec des règles complexes pour les biens affectés à une activité professionnelle, et également pour limiter tous les abus en matière de passifs. Là, on va voir que le législateur a été assez inventif. Donc pour les résidents, pour les Français, c'est l'ensemble de leurs biens qu'ils doivent déclarer à l'IFI, vous le savez. Pour les résidents fiscaux étrangers, c'est uniquement les biens immobiliers détenus en France. Et pour les impatriés, c'est simplement leurs immeubles détenus à l'étranger, au moins pendant les 5 premières années. Pour les biens et droits, c'est comme auparavant ceux détenus par le couple et par les enfants mineurs. Ce qui veut dire, encore une fois, on va voir quelques incidences qu'on ne mesure peut-être pas, ce qui veut dire que les biens qui sont détenus par les enfants majeurs, même quand ils sont rattachés, ne sont pas pris en compte. Évidemment, un mineur, un jour ou l'autre, il devient majeur. Alors, ça peut avoir aussi des conséquences, notamment pour les éléments calculatoires. Quels sont les biens imposables? Eh bien, en très très gros, c'est le champ immobilier dans une acception très très large. Hein. Le législateur a voulu que l'IFI ne vienne taxer de façon très précise que les biens immobiliers, mais alors là, dans une définition très 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 large. Le principe, on va le voir tout à l'heure, c'est quelques exonérations très très rares.
Tout le reste, c'est une taxation avec évidemment un échappatoire pour les biens professionnels et avec un mode de calcul assez, comment dirais-je, assez compliqué à retenir, notamment lorsque l'actif est composé par d'autres biens que des biens immobiliers. Je ne vais pas vous farcir la tête avec la lecture des articles, on le verra pas mal en détail avec les cas pratiques. Il y a pourtant un cheminement qu'il faut bien garder à l'esprit, peut-être pas l'avoir, pas le connaître par cœur, mais une fois qu'on a fait un exemple, ensuite on voit bien comment ça fonctionne. Déterminer la valeur des parts, la valeur vénale réelle des biens et droits immobiliers imposables. Rien que là, on va voir que, notamment quand dans l'actif d'une société, il y a des parts de sociétés civiles immobilières ou des biens immobiliers détenus à travers d'autres structures sociétaires, eh bien, l'administration fiscale, elle n'a pas le choix, hein, c'est dans son guide, donc elle n'a pas le choix que de suivre les prescriptions de son guide qui figure dans le BOI. Elle parle toujours d'une valeur combinatoire, hein, valeur mathématique plus valeur de rendement, divisé par 2, 3 ou 4, suivant la détention minoritaire ou majoritaire, ce qui veut dire encore une fois que quelque part, quand on veut s'y préparer, il faut bien tenir une comptabilité précise de ces sociétés. On détermine la valeur vénale réelle de l'ensemble des actifs de la société. On commence par évaluer la valeur de l'IFI en rajoutant les dettes non déductibles, hein, pour votre contribuable. Et enfin, on calcule le montant à déclarer par le coefficient d'assujettissement d'immobilier dans le total de l'actif et par le coefficient que l'on vient de calculer. En général, quand on lit ça, on n'a absolument rien pigé, mais quand on voit un exemple, c'est beaucoup plus éclairant. Alors, ne sont pas imposables, en gros, il y a, je ne veux dire pas une grande nouveauté, il y a quelques précisions. Les parts ou actions de société qui ont une activité professionnelle et dont le redevable détient moins de 10% du capital. En gros, c'est le souci de simplifier pour toutes les détentions très minoritaires. Alors, sauf si on contrôle la société, alors avec moins de 10%, comme ça au départ, ça paraît pas simple, hein, mais vous savez que c'est la détention qui a été définie au sens très large, avec le problème de l'apport-cession et sur le 150 obiter. Ça veut dire que si au sein du cercle familial on détient une majorité, et bien là, l'exonération ne jouera pas. Et puis sur certains biens, si on détient moins de 10%, mais on s'en réserve la jouissance, ce qui là aussi ne va pas nous arriver tous les jours, mais enfin le législateur a prévu large. Qui vise essentiellement en fait, le fait de ne pas avoir à déclarer les actifs immobiliers qui peuvent être détenus par les sociétés opérationnelles dans lesquelles vous avez une participation. L'exemple, c'est si vous avez des actions de, je sais pas, L'Oréal ou Total, il n'est pas impossible que à l'actif du bilan de L'Oréal et Total, il y ait des biens immobiliers. Mais comment déterminer quel est le montant déclaré à l'IFI à l'intérieur de la valeur des actions de L'Oréal et Total? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle bien des actions comme une activité professionnelle. Donc si déjà chez une société civile immobilière, vous avez 1%, vous n'êtes pas concerné par l'article 965-2. Okay, de la même manière, si vous avez 1% de part de la SCPI, là aussi, ce n'est pas une activité professionnelle, c'est à déclarer intégralement, enfin en fonction de la valeur des actifs imposables à l'IFI au sein du SCPI. Donc en vérité, ça ne concerne pas grand monde. Et ça concerne, c'est surtout pas un dispositif qui va permettre de mettre en place des stratégies d'optimisation. C'est simplement un dispositif qui permet de simplifier la déclaration IFI quand vous avez un portefeuille de valeur mobilière, de ne pas aller chercher à l'intérieur de celle-ci quel est le montant de l'immobilier à déclarer. On n'est pas concerné par le taux de 10%, même si on a 0,5% de part de SCPI, c'est déclarable, et on verra que ça a une conséquence directe sur les sociétés commerciales. Deuxième cas de biens et droits qui ne sont pas imposables, eh bien, c'est en gros on commence à rentrer dans les activités professionnelles, soit où on l'exerce directement à travers une société comme pour l'ISF, ça c'est le deuxième cas, et le troisième cas, celui aussi que l'on connaît bien, avec notamment ces fameuses conditions où il faut exercer des fonctions de direction, percevoir une rémunération normale. On n'y reviendra pas, mais je crois que dans le... c'est hier, il me semble, on a déjà commencé à parler de ce qu'est une rémunération normale.
Et ici, ça veut dire que s'il y a quelques années, on avait peur de la chasse aux rémunérations excessives, là, il faut faire attention aux rémunérations insuffisamment importantes, qui peuvent assez facilement remettre en cause une exonération au titre des biens professionnels. Le cas sont quand même différents. T'as ceux qui sont visés à l'article 965 du CGI, qui ne nécessitent pas que le contribuable soit à la tête de l'entreprise et soit le dirigeant. Là, ce sont les biens qui sont affectés à l'activité sociale de la société qui les détient. Vous avez une société qui détient un immeuble et qui l'utilise pour ses besoins. Vous avez une participation dans cette société. Vous n'avez pas besoin d'être dirigeant, d'être mandataire, de personne de rémunération. Ça veut dire que ce soit un actif professionnel pour que le bien immobilier ne soit pas imposable. Il n'est pas imposable par nature parce qu'il est affecté à l'activité professionnelle de la société qui les détient. Okay. Par contre, là, on est bien avec un bien immobilier à l'actif du bilan. C'est pas pareil si c'est dans une filiale. Là, on a une autre définition qui nous dit n'est pas détenu directement ou indirectement d'une société, il y a une activité professionnelle qui détient directement ou indirectement des biens qui sont affectés à son activité professionnelle, donc on revient sur la case du départ, soit à celle de la société qui les détient directement, donc ça peut être la holding, soit à celle de la société à laquelle elle détient également une participation majoritaire. Donc ça commence à fonctionner dans les groupes. Ça, c'est 1965. Et en fait, à 1975, et là, on nous dit qu'il faut qu'on soit une activité professionnelle du redevable. Donc là, effectivement, il faut remplir les fonctions qu'on connaît déjà, fonction, rémunération normale, au moins 25% d'état, etc. D'accord. Donc c'est deux cas de figure différents, 1965 et 1975. Et on verra après, on a un petit questionnaire, un petit quiz. Est-ce qu'on exonère au regard du 1965? Est-ce qu'on exonère au regard du 1975? Ou est-ce que, en l'occurrence, dans ce cas de figure-là, c'est pas exonéré, c'est imposable? D'accord. Mais c'est deux cas bien différents. Alors, les passifs, il y a deux catégories de passifs. Il y a les passifs personnels, c'est-à-dire les dettes qu'ont les contribuables. D'accord. Puis après, il y a les passifs qu'il va falloir retraiter à l'intérieur des sociétés, comme dans des cas dont on détient des participations. Ce pas les mêmes règles. Ça a un peu changé au 1er janvier 2019, ça s'est rapproché, ouais, mais c'est pas les mêmes règles. Passif personnel, le principe, c'est que c'est pas déductible. D'accord. C'est-à-dire que quand on fait la déclaration des filles, on vous dit seule une partie des actifs sont imposables, les actifs immobiliers, et par principe, ces passifs ne sont pas déductibles. Ils ne le deviennent que par exception. On te dit qu'on ne peut déduire en fait que les passifs personnels qui vont se rattacher à un actif imposable. Donc il faut que ça soit une dépense afférente, soit à l'acquisition du bien, soit à la réparation, l'entretien, l'amélioration, la construction, la reconstruction, l'agrandissement, éventuellement aux impositions qui sont liées au bien immobilier, ou à l'acquisition de parts pour atteindre la valeur des actifs imposables. Donc voilà la règle. C'est-à-dire que si vous avez des dettes, vous avez découvert à la banque, et que ça ne se rattache pas au bien immobilier, il n'y a pas de déduction de passif. D'accord. Donc, par principe, on ne déduit pas les passifs, sauf si on peut les rattacher à un actif imposable. La deuxième règle, c'est qu'on te dit que si c'est des emprunts in fine, tu dois les retraiter au prorata de la durée d'une fine. Donc si c'est 15 ans, tu enlèves un 15e par année de détention. D'accord. Donc j'avais un client qui n'était pas imposable à l'ISF. Il avait 10 millions d'euros de biens immobiliers qu'il avait acquis dans le cadre de Barreau, et il avait à des in fine pour 10 millions. Donc il avait un patrimoine imposable à l'ISF de 0. Sauf que ça faisait 10 ans qu'il détenait les emprunts, et c'était des in fine de 15 ans. Et donc quand on a fait sa déclaration de DIFI, là il s'est retrouvé avec un patrimoine de 7 millions d'euros. Évidemment, on a dû écarter les 2/3 des dettes. D'accord. Donc il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je vends. Vous savez, quand vous faites du Malraux, vous vous retrouvez avec un déficit qui correspond aux travaux, et donc le prix d'acquisition des biens, il est en général de la moitié de leur valeur déclarée. Et donc le fait de vendre, ça lui coûtait en plus-value, enfin bon, donc il est dans la merde, pas possible. Donc voilà, quand on dit qu'on a supprimé l'ISF et qu'on a allégé grâce à l'IFI, en fait, on n'a pas nécessairement allégé la position des contribuables, ça dépend desquels. Bon voilà, donc là on a ce système de retraitement qui fait qu'on enlève un 15e, et si jamais il n'y a pas de terme, c'est 20 ans. Voilà, c'est ça la règle. Ensuite, on a les dettes familiales. Donc là, c'est lorsque une personne physique doit de l'argent à un membre de sa famille, un oncle, une tante, un parent, etc. Et donc, elles ne sont pas déductibles si les prêts sont contractés directement auprès du redevable ou son fait fiscal, directement auprès du groupe familial, sauf s'il est consenti à des conditions normales, ou auprès d'une société contrôlée par le groupe familial, sauf si le prêt est consenti à des conditions normales. Qu'est-ce que l'administration entend par conditions normales? Eh bien, la référence qu'elle a fait dans le BOFIP, c'est aux conditions de marché bancaire. D'accord. Ça veut dire un emprunt avec des échéances, des mensualités, des trimestrialités, avec un taux d'intérêt et le respect des échéances et des remboursements.
En pratique, il y a très peu de prêts familiaux qui remplissent les conditions, sinon on aurait été en banquier. Hein. Si c'est les conditions normales, c'est non plus. Donc ça, c'est assez compliqué à déduire la dette familiale. Et puis enfin, il y a une dernière précision pour ces dettes personnelles, qui sont un plafonnement global, qui nous dit qu'au-delà de 5 millions, on ne peut déduire que 60% du montant de la valeur. Donc si par exemple on a 10 millions de patrimoine, on a 8 millions de dettes, le montant des dettes qu'on va pouvoir réellement déduire, c'est que 7 millions compte tenu de la règle du plafonnement. D'accord. Donc voilà les 4 conditions pour pouvoir déduire un passif personnel de sa déclaration d'IFI. D'accord. C'est fixé par l'article 974. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on va parler des passifs sociétaux. D'accord. Voilà la clause anti-abus qui a été mise en place, qui est l'article 973. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous dit cet article 973, elle nous dit qu'en fait, il y a un certain nombre de passifs qui ne sont pas pris en compte. Mais là, la règle dans les sociétés, c'est la règle inverse que pour les particuliers. D'accord. Pour les particuliers, par principe, tu ne déduis pas tes dettes. Sauf si tu es capable de les rattacher à l'actif, etc. Là, à l'inverse, dans une société, que ce soit une société civile, immobilière, ainsi que les services immobiliers, ou que ce soit une société opérationnelle, par principe, les dettes sont déductibles. Okay. Après, tu vas avoir une exception. L'exception, c'est de dire, certaines dettes ne seront pas déductibles. Et puis après, tu vas avoir l'exception à l'exception, qui vont dire, non, mais malgré le fait que tu ne puisses pas les déduire, tu pourras quand même les déduire si jamais tu arrives à démontrer qu'elles ne sont pas faites dans un but fiscal ou qu'elles sont faites dans les conditions normales. Et donc, on a l'exception à l'exception qui revient au fait que la dette redevient déductible. D'accord. Donc, par principe, tout est passif dans ton bilan, tu les déduis. Et tu te poses la question sur certaines d'entre elles, savoir si tu vas les accepter ou pas. En gros, le législateur a identifié 4 types de passifs. Le premier, c'est l'acquisition d'un bien à un redevable qui contrôle avec son foyer fiscal la société acquéreuse. Ça, c'est quoi ce cas-là? C'est la vente à soi-même. D'accord, j'ai un bien immobilier qui vaut 5 millions d'euros, j'ai plus de dettes, je déclare à l'IFI 5 millions d'euros. J'ai une solution, je vais aller voir le banquier, je vais lui proposer de financer le rachat de ma maison à travers une SCI, okay, que je contrôle évidemment, et donc je vends ma maison à la SCI, j'emprunte auprès de la banque, donc c'est pas une dette personnelle, hein, c'est une dette bancaire, mais cette dette, elle a bien été souscrite en vue d'acquérir un bien qui était détenu par le redevable qui contrôle la société acquéreuse. Je suis exactement dans cette situation-là, je ne pourrais pas déduire cette dette. Okay. Là, il y a un problème de rédaction de l'article, c'est qu'on nous dit, c'est le contrôle au sens de l'article 150 OBTR du CGI, c'est celui qui vise en fait les stratégies d'apport-cession, dont on a parlé hier avec Pierre-Yves et avec Jean-Pierre et Pierre. C'est quoi la définition du contrôle? On nous dit, c'est le contrôle à la date. Alors, vous savez, le contrôle, c'était plus de 50%, ou t'es associé principal, t'as plus de 30%, ou avec tes copains, tu contrôles. En fait, la définition du contrôle, il faut la comprendre comment? C'est simple. C'est soit tu es capable d'identifier qui contrôle, soit tu ne sais pas identifier qui contrôle, et dans ces cas-là, c'est toi qui contrôle. C'est simple, en fait. D'accord? Parce que quand on te dit, tu participes aux décisions avec tes associés au moment où tu votes, tu dis, ouais, même si j'ai 5%, je participe aux décisions et je vote. D'accord? Mais là, tu n'es pas dans une situation de contrôle, c'est capable de dire, oui, mais lui, il a 40%, et il a un pacte avec un autre mec qui a 20, et donc les deux, ils sont 60, c'est ceux qui contrôlent. D'accord? Donc, soit on est capable de dire qui contrôle dans une société, si vous n'êtes pas capable de dire qui contrôle, c'est que c'est vous qui contrôlez. D'accord? Donc, et cette notion de contrôle, d'après le texte, elle s'apprécie au moment où on fait l'opération de souscription de la dette. Alors évidemment, le texte n'a pas été rédigé pour ça. Il est dit qu'on apprécie le contrôle le jour où on fait l'opération d'apport. J'apporte mes titres à une société, j'ai à ce moment-là une obligation de renvoi de 3 ans, etc. Vous connaissez l'histoire comme moi. Donc là, la question, c'est au jour où on fait l'opération d'apport qu'on contrôle la société. Et là, dans le texte, c'est écrit la même chose. En fait, c'est écrit que, au sens de l'article sur le machin, et donc la question, c'est est-ce qu'on apprécie le contrôle au 1er janvier de chaque année, ou est-ce qu'on apprécie le contrôle juste au moment où on a fait l'opération d'apport? Et là, tel que c'est rédigé dans le texte, et tel que c'est expliqué dans la doctrine, c'est au moment où on fait l'apport. C'est-à-dire que je cède mon bien immobilier à une SCI, j'emprunte auprès de la banque. Je contrôle la société au moment où je fais cette opération d'emprunt. Je ne peux pas déduire la dette bancaire.
je transmets les titres à mes enfants, bah, ils ne pourront toujours pas déduire la dette bancaire. Parce que à la date à laquelle le crédit a été mis en place, je contrôlais la société, et le texte me dit que j'ai bien une dette qui a été contractée par la société pour l'acquisition d'un bien à un redevable qui contrôle l'action foyer fiscale de la société acquéreuse, voilà, au moment où il a fait l'opération. Donc, on espère, on a demandé, est-ce qu'il y a des modifications dans le texte pour que le contrôle s'apprécie non pas au jour où tu fais l'opération, mais au 1er janvier de chaque année. Oui, on peut penser légitimement que ce n'était pas la volonté du législateur en tous les cas, et que ça sera modifié. Oui. D'accord ? Ça n'a pas de sens. Il suffit de ne pas contrôler la société au jour de l'opération pour qu'au final, à ce moment-là, on se retrouve aussi dans une situation qui serait anormale vis-à-vis des pouvoirs publics. D'accord ? Mais là, l'idée, c'est de dire que cette dette, elle redevienne déductible le jour où tu ne contrôles plus. Ok ? Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ça c'est le premier cas. Les autres règles, c'est quoi? Donc première règle, c'était la dette, qu'elle soit compte courant ou bancaire ou que sais-je, qui a été contractée pour l'acquisition d'un bien redevable. Les autres cas de figure, c'est la dette souscrite auprès d'un membre de son foyer fiscal. Donc là, on parle du compte courant du contribuable, celui qui détient le bien et qui le contrôle, à proportion de la participation qu'il détient, et qui a été mise en place pour l'acquisition d'un immeuble ou le financement de dépenses afférentes à cet immeuble. D'accord ? Troisième cas de figure, c'est le même, mais c'est auprès du membre de son groupe familial. D'accord ? Même chose, pour l'acquisition d'un immeuble. Et puis quatrième cas de figure, auprès d'une société que tu contrôles par ton groupe familial à proportion de la participation que tu détiens. Donc en fait, ça c'est pour éviter qu'on contourne la règle 2 et 3 en interposant une société au milieu. D'accord ? Donc si tu contrôles une société qui fournit le prêt et l'avance en compte courant, ça revient au même que si c'est toi qui l'avais fait. C'est ce qu'on nous dit dans la quatrième ligne. D'accord ? Et là on nous dit que le 1, le 2 et le 4 ne s'appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal. Alors on se rappelle ce qu'on s'est dit hier. Et que le 3, auprès du groupe familial, ne s'applique pas si le redevable justifie le caractère normal des conditions du prêt, et notamment du respect des échéances, montant et caractère effectif des remboursements. La question qu'on s'était posée, c'est pourquoi le critère qui permet de faire l'exception à l'exception n'est pas le même pour le cas 1, le cas 2, le cas 3 et le cas 4. C'est pourquoi le cas 1, 2 et 4, c'est l'acquisition d'un bien redevable, le compte courant du foyer fiscal, ou le compte courant d'une société qui est contrôlée par un membre du foyer fiscal, son groupe familial. Là, le critère, c'est objectif principalement fiscal, alors que le cas numéro 3, un emprunt auprès d'un membre du groupe familial, donc parents, ascendants, descendants, etc., c'est caractère normal des conditions du prêt. Je crois qu'il y a une distinction, et que là, on ne nous impose pas le but non fiscal, mais qu'on nous impose le caractère normal. La réponse que moi j'ai, je ne sais pas si c'est la bonne, c'est de dire que le caractère normal des prêts, dans l'esprit du législateur, c'est plus simple à faire que le caractère principalement fiscal. Compliqué. D'accord ? Par contre, le législateur ne veut pas qu'on déduise des passifs qui sont des passifs fictifs. D'accord ? Si je commence à dire, ah non, mais j'ai un emprunt complémentaire qui va prêter de l'argent pour m'aider à financer l'acquisition de ma résidence principale à travers le SCI, et que cet emprunt est bidon et que je n'aurai jamais à rembourser, que je n'ai pas dette, la mission fiscale, tu dis, bah non, tu ne vas pas déduire un passif correspondant à une dette familiale que ton père, lui, de toute manière, ne déclare pas parce que c'est une valeur mobilière qui s'appelle valeur immobilière. D'accord ? Donc, il faut que tu puisses le faire que si c'est une vraie dette. Ça qu'il y a bien un emprunt avec des échéances, montant et caractère effectif du remboursement. Et là, effectivement, si tu rembourses cette dette comme c'était une vraie dette, à ce moment-là, tu vas pouvoir justifier que c'est une vraie dette et tu vas pouvoir la déduire du passif. D'accord ? C'est beaucoup plus facile, en fait, à démontrer, puisque c'est une question de fait, que d'aller démontrer le caractère et l'objectif principalement fiscal. L'objectif principalement fiscal, c'est compliqué. D'accord ? Il va falloir expliquer pourquoi on a fait l'opération, pourquoi on a... Est-ce que le fait de dire, c'est pour refinancer, pour avoir des pour ceci, pour cela, c'est pas simple. Puis ça simplifie aussi la question de... J'ai trouvé un meilleur moyen que le financement bancaire avec des garanties moins sévères
mais à tout le moins, j'ai un plan de remboursement et je le respecte. Parce que la question du taux d'intérêt, maintenant, ça se promène entre 0,5 et 1,5, c'est pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est mon plan de remboursement et je le respecte. Le problème, c'est quoi? C'est que l'instruction administrative, elle nous dit quoi? Elle nous dit, l'objectif principalement fiscal, si la dette, elle a été constituée avant le 1er janvier 2018, il n'y a pas de problème, l'objectif est atteint. Ou si jamais tu as mis en place ce compte courant nettement avant d'être assujetti à l'IFI, tu as rempli encore l'objectif numéro 1. Et donc en vérité, l'objectif principalement fiscal, sauf à se livrer aujourd'hui à des montages pour le mettre en place, il est assez facile à démontrer. Tous les comptes courants antérieurs au 1er janvier 2018, ou tous les comptes courants qu'un contribuable créerait dans une SCI aujourd'hui, alors qu'il n'est pas assujetti encore à l'IFI, sont automatiquement déductibles, parce que l'objectif principalement fiscal, l'administration fiscale dans le BOFIP te dit, c'est simple, elle est acquise dès lors que tu n'étais pas assujetti à l'IFI. Et que te dit par contre le BOFIP? Il te dit que le caractère normal des conditions de prêt, qui peuvent être un prêt in fine, hein, c'est une vraie dette qu'on a pu enregistrer, au caractère normal des échéances du montant et du caractère effectif des remboursements, il peut y avoir qu'un seul remboursement. Hein. Ça, c'est pas le législateur qui a fixé le fait qu'il fallait avoir recours à un emprunt identique à celui d'une banque, avec des mensualités, des taux d'intérêt et des machins. Or, le BOFIP te dit, ça ne marche, les prêts familiaux, que si ils seront assimilés aux conditions usuelles bancaires. Donc en fait, quelque chose qui est très compliqué à remplir. Et donc au final, ce qui était, à mon sens, dans la tête du législateur, une difficulté importante sur la partie objectif principalement fiscale et une simplicité pour le contribuable individuel et dettes familiales est devenu en vérité quelque chose de plus simple à mettre en place parce que la doxe administrative a été assez tolérante sur le système, mais beaucoup plus compliqué à être observé comme règle, puisqu'il faut que le prêt ressemble à un prêt bancaire. Mais si par exemple, c'est dans une structuration patrimoniale strictement identique, à mon avis, le risque est grand. Par contre, si la trésorerie disponible, tu la places dans un contrat d'assurance vie, dans un contrat de capi, dans une SCI patrimoniale dont les titres sont démembrés au profit des enfants ou avec une autre géographie de capital, tu as une volonté de transmission qui est nette et à mon avis, le but n'est pas principalement fiscal parce que le montant est précis. Mais précisément, ce que le législateur a voulu éviter, c'est « Ah ben, je garde mon argent parce qu'il est placé extrêmement bien à 0,28 et du coup, j'emprunte pour financer mon immeuble et au passage, les comptes courants ne sont plus taxables et mon immeuble n'est plus taxable. » Ça, celle-là, c'est sûr qu'elle est vraiment dans la ligne rouge. Alors, on va... donc là, on a ces 4 exceptions. La première, on l'a bien compris, elle est simple. Les 3 autres, elles sont un peu plus compliquées, parce que là, on parle du compte courant du contribuable, ok, ou du compte courant d'un membre de son groupe familial. Ok. Donc, on rappelle ici que le 2 de l'article 973 dispose pas peu importe les dettes contractées auprès du redevable ou du membre de son foyer fiscal, ou auprès du membre du cercle familial, au membre du cercle familial d'un membre du foyer fiscal, ascendant, descendant, frère, sœur. D'accord? Ce qui est commun, ce sont les dettes qui ont été contractées pour l'acquisition d'un actif imposable. D'accord? Première condition. La deuxième, c'est à proportion de la participation détenue. Ça, c'est commun. Par contre, après, ici, effectivement, on a 2 traitements différents. Sauf si, objectif principalement fiscal, sauf si, condition du prêt normal. D'accord? C'est ça qui distingue les 2 critères. Et depuis le 1er janvier 2019, on a une nouvelle règle qui est venue rajouter, qui dit les dettes qui ne peuvent pas de terme, ce qui était la règle pour le passif personnel, devient aussi une règle qui s'applique pour les comptes courants d'associés, mais également pour les emprunts in fine dans les sociétés. Lorsque ça a été contracté pour l'achat d'un actif imposable, voilà, c'est déductible seulement à hauteur du montant de l'emprunt, diminué d'une somme égale à 1/20 de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. Donc le même principe. Hein. Conclusion de ça. Voilà comment nous on analyse la situation. Il y a l'obligation désormais de déterminer dans les comptes courants des associés quels sont les comptes courants qui ont servi à l'acquisition du bien et qui vont certainement devoir être retraités, avec les exceptions qui vont avec, des comptes courants qui n'ont pas servi à financer l'acquisition d'un bien. D'accord? Dans les 2 cas de figure ici, on nous dit bien, pour l'acquisition d'un actif imposable, de la même manière, on nous dit qu'il faut retraiter au 1er janvier 2019 les dettes qui ne voient pas de terme contractées pour l'achat d'un actif imposable.
D'accord? Donc c'est la combinaison de tout ça qui nous fait faire ce tableau-là. J'ai financé, avec mon compte courant, l'acquisition d'un actif imposable par le redevable ou son foyer fiscal. Est-ce que la clause anti-abus s'applique? Oui. Est-ce qu'il y a une exception? Oui. But non fiscal. Et est-ce que je dois appliquer la règle du in fine? Oui. Ok? J'ai financé l'acquisition d'un actif imposable avec un emprunt que j'ai fait auprès de mon père. Cercle familial. Est-ce que la clause anti-abus s'applique? Oui. Quelle est l'exception au caractère normal? Est-ce que la règle in fine s'applique? Oui. Mais j'ai procédé au remboursement de l'emprunt bancaire qui a financé l'acquisition de l'actif imposable par des apports en compte courant réguliers. Est-ce que les apports en compte courant que j'ai faits ont permis de financer l'acquisition de l'actif? Non. Ils ont permis de rembourser l'emprunt. Donc, quelle est la conséquence de ce qu'on vient de dire en matière de stratégie? D'accord? Financer l'acquisition d'un actif imposable par un emprunt remboursé par des apports en compte courant plutôt que par un apport en compte courant direct. Yes. Règle number one. Yes. Règle number two. Ça devient numéro 1. Affecter le résultat bénéficiaire de la société en compte courant d'associé et le résultat déficitaire en report à nouveau. Yes. Alors le résultat bénéficiaire, c'est des dividendes. Hein? Il faut être crétin pour mettre le résultat déficitaire en moins des comptes courants. D'accord? Évidemment, c'est la seule stratégie logique possible. Simplement, dans votre SCI, si vous ne faites pas de compta, et si vous n'avez pas un tableau Excel pour suivre le prix de revient fiscal départ pour respecter les arrêts Baradé et Kemener, bonjour. Investir à travers la société par rapport au compte courant avec un double effet, réduire le coefficient de taxation et créer une dette déductible sans retraitement. On verra les exemples après. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Et comme l'a dit Serge à ses collaborateurs, c'est d'avoir au moins un compte courant, celui qui finance l'acquisition de l'actif imposable, qu'il faut distinguer comptablement du compte courant d'origine qui lui doit être retraité, du compte courant provenant d'apport ou de l'affectation au résultat. Après tu penses à autant que tu veux, mais il y en a au moins deux. Un qui est soumis aux règles de la réduction et l'autre qui est 100% déductible sans problème. Ok, alors voilà quelques exemples. On crée une société civile. D'accord? Un immeuble, 1 million, 1000 euros à la banque, capital 1000 euros, compte courant 1 million. Exemple simple. Si le redevable est déjà assujetti à l'IFI, d'accord, j'ai fait cette opération, je suis déjà assujetti à l'IFI. Évidemment, je ne peux pas me prévaloir de la règle que m'a donné le BOFIP, qui est de dire avant le 1er janvier 2018, ou si tu es nettement avant d'être assujetti à l'IFI, tout ça, tu remplis la commission fiscale. Est-ce que mon compte courant est déductible? Ça va être compliqué d'aller expliquer que j'ai fait cette opération dans un but qui n'est pas fiscal. Quel intérêt d'avoir plutôt financé à travers une SCI, à moins d'envisager de raconter que vous voulez faire une donation à mes enfants. Mais bon, on n'est pas pour le moment rendu. Mais bon, voilà, il faut considérer que ça va être difficilement déductible. Si le redevable a constitué la société et possède un apport à une date nettement antérieure à celle à compter de laquelle le foyer fiscal est devenu redevable de l'impôt, l'exception s'applique et donc là, j'ai 0 à déclarer. Si dans 15 ans, le bien vaut 1,5 million, dans le premier cas, le montant imposable à l'IFI, ça sera 1,5 million, évidemment, puisque mon compte courant n'est pas déductible. Dans le deuxième cas, eh bien, je vais devoir retraiter mon compte courant en appliquant la règle du 20e, et donc j'aurai une assiette qui sera de 1,250 million. Pourquoi? Parce que dans 15 ans, eh bien, il me restera encore 5 vingtièmes de 1 million. Donc 5 vingtièmes de 1 million, c'est 250 000 euros. Et donc mon assiette imposable à l'IFI, ce sera 1 million 250. Voilà la situation. Je n'applique pas, dans mon cas numéro 2, l'exception liée au but exclusivement fiscal. Par contre, j'applique bien le prorata de l'IFI. D'accord? Ça, c'est l'exemple classique. Maintenant, si on fait différemment, j'emprunte 1 million, que je sois ou non redevable imposable à l'IFI dans la constitution de la société, ma dette bancaire elle est déductible. On n'est pas dans le cas où j'ai vendu un bien que je détenais à une société que je contrôle. D'accord? Donc là, j'ai du bien 1 million d'emprunt bancaire, dans les deux cas. Après 15 ans, j'ai fini de rembourser l'emprunt bancaire par des apports en compte courant. Quelle est ma situation au regard de l'IFI? Eh bien, si mon bien vaut 1,5 million, je pourrais déduire ce compte courant d'1 million et je n'aurai à déclarer que 500 000. D'accord? Que je sois ou pas aujourd'hui redevable de l'IFI. C'est-à-dire que j'ai tout intérêt à financer l'opération par un emprunt dans une société civile immobilière plutôt qu'en direct. Parce que dans 15 ans, si j'avais acheté le bien en direct, le montant que j'aurais déclaré à l'IFI, ça aurait été 1,5 million, valeur de mon bien. Ma dette ayant été remboursée. Alors que là, je vais pouvoir
considérer que j'ai toujours 1 million de passifs. Dernier exemple, je rajoute 1 million au compte courant pour souscrire à des SICAV, un fonds commun de placement. D'accord? Quel est l'effet de cette opération? Je vais pouvoir déduire évidemment les 2 millions, mais je vais aussi avoir un coefficient de taxation de 0,5, puisque j'aurai un total d'immeuble de 1 million sur 1 million. Alors là, j'ai fait le calcul sur 1,5 million sur 2,5 millions, puisque je suis dans 15 ans. Et donc, je me retrouve avec un coefficient de taxation de 60%. Quel est le montant à déclarer dans cet exemple? 300 000 euros. Si je n'avais pas fait cet apport, j'aurais eu un montant à déclarer qui était celui que j'ai calculé, qui était de 500 000 euros. Donc j'ai économisé 40% en faisant ça. D'accord? Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que si je détiens une société qui dispose d'un actif imposable à l'IFI à hauteur de 5 millions et d'un compte courant que j'ai constitué avant le 1er janvier 2018 de 4 millions. D'accord? Je suis dans le cas où c'est pas la vente d'un bien que je détenais à une société que je contrôle, mais c'est simplement que j'ai fait des apports en compte courant pour financer l'acquisition d'un bien. Et donc, mon compte courant, avant le 1er janvier 2018, 4 millions, il est déductible intégralement, c'est la tolérance de l'administration fiscale. Donc, quel est le montant de la salle de l'IFI? 1 million. Je décide de transmettre la pleine propriété de départ à mes enfants. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le compte courant du donateur, c'est plus le compte courant du foyer fiscal, parce que ma fille est majeure, mais c'est le compte courant du cercle familial. Et là, il faut que j'arrive à démontrer que c'est un prêt qui a été constitué à des conditions normales, ce que je ne suis pas capable de faire, puisque c'est mon compte courant dans la société. Et là, quelle est l'assiette imposable pour ma fille? 5 millions. Sauf à ce que je transforme ce compte courant en prêt bancaire. Voilà. Là, tout à l'heure, Laurent nous dit, là, le compte courant, dire que ce n'est pas un but exclusivement fiscal, aujourd'hui, je ne sais pas faire. C'est vrai, parce que si je l'avais acheté moi directement à titre perso, je ne me serais pas refinancé, il serait pleinement taxable. Par contre, le BOFIP nous dit clairement que le but principalement fiscal va se mesurer à l'aune de l'économie d'IFI. Et c'est simplement pour l'IFI. Si je disais, parce que je suis un peu joueur, si je disais, mais moi je fais ça, ce n'est pas pour économiser l'IFI, c'est parce que un instant de raison après, je vais donner 100% des parts, la nue propriété de 100% des parts à mes enfants, et donc si je fais ça, c'est pour économiser les droits de donation et non pas pour économiser l'IFI. Les droits de donation. Voilà. Non mais ce que je veux dire par là, quand on lit le texte et qu'on l'applique de façon jusqu'au boutiste, j'ai mis en place cette stratégie, pas pour éviter l'IFI. Donc au titre de l'IFI, je suis a priori pas répréhensible. Mais si je dis au législateur, coucou, c'est juste pour pas payer les droits de donation que j'ai fait ça, je ne suis pas sûr qu'il apprécie énormément. Est-ce qu'il faut que je refinance mes comptes courants? Oui. Parce que si j'ai un compte courant d'1 million qui a été fait en 2000, donc évidemment avant le 1er janvier 2018, donc je me retrouve bien avec un compte courant qui n'est pas concerné par la clause anti-abus autre que fiscale. Par contre, j'ai bien la règle d'une FINI qui s'applique. Et donc je me retrouve avec un passif déductible en fait de 1/20, et comme je suis au 1er janvier 2019, je vais pouvoir déduire que 50 000 euros sur 1 million. Ça fait mal au cœur. C'est ailleurs. Donc, si je refinance par emprunt bancaire amortissable le compte courant, je crée en fait 1 million d'euros de passif déductible. Et comme je vais rembourser cet emprunt par des apports en compte courant qui, eux, ne vont pas être soumis à la règle du but fiscal ou du filet parce qu'ils n'ont pas servi à l'acquisition de millions au remboursement de l'emprunt, je me reconstitue en fait un compte courant d'1 million en termes. Est-ce que sur ce type de stratégie, on va m'accuser d'un abus de droit? Docteur? Je pense pas. Parce que tout va dépendre de ce que je fais de ce million. Voilà, c'est de réutiliser. Si ce million, je le donne en garantie à la banque, et que l'emprunt il est bidon, et que tout ça c'est un montage artificiel, voilà. Mais si ça va servir à acquérir une autre résidence, ou à faire une donation à un enfant, ou à réinvestir dans une entreprise, ou à faire je sais pas quoi, j'ai le droit de refinancer un compte courant dans une SCI avec un banquier. Quid des comptes courants des non-résidents? Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, je ne sais pas si vous avez des clients qui sont non-résidents, mais jusqu'en 2011, on pouvait déduire les comptes courants des non-résidents dans les sociétés à prépondérance immobilière. Ils faisaient tout ça, parce qu'évidemment, quand tu es non-résident fiscal et tu dis immobilier en France, tu payes l'ISF en France, uniquement sur les biens immobiliers. Donc en fait, on était déjà dans une situation qui était proche pour les non-résidents de l'IFI actuel. On payait que sur les biens immobiliers détenus sur le sol français. En 2012, on a considéré que les comptes courants n'étaient plus déductibles de l'assiette de l'ISF.
Mais le 19 septembre 2018, donc il n'y a pas très longtemps, en fait, le Conseil d'État a annulé les commentaires administratifs qui rendaient non déductibles les concourants des associés pour la valorisation des études détenues par les non-résidents. Et donc on a pu faire des réclamations sur 2016 et 2017, où on a pu réclamer le remboursement de l'ISF qui avait été payé pour les non-résidents, pour lesquels on n'avait pas pu tenir compte des concourants qu'ils avaient dans notre société civile. Mais ils faisaient tout ça. Les Belges, ils créaient une SCI, ils mettaient 5 millions d'euros, et ils achetaient leur maison de campagne en France, et ils déclaraient zéro. Sauf qu'en 2012, ça a changé. Bon, bah, en 2016-2017, on revient à la situation d'avant, on peut demander un remboursement. Quid avec l'IFI? Et ben en fait, l'IFI rend à nouveau les comptes courants éventuellement non déductibles selon les mêmes règles que pour les résidents fiscaux français. Il n'y a pas de distinction en fait entre non-résidents et résidents en matière d'IFI pour les comptes courants. Il nous présente le cas de M. Jean Revient pas pour réfléchir sur l'importance du choix de la localisation de la dette. Donc vous voyez, il détient une société classique, quoi, une participation de 200 000, un contrat de capital de 800 000, un total d'actifs de 1 million, il n'y a pas de dette, donc cette boîte, globalement, elle vaut 1 million. Bravo, il y en a deux qui suivent. Donc, valeur de la société, 1 million. Je cherche vainement de l'immobilier là-dedans, il n'y en a pas. Et donc, coefficient de taxation 0, base imposable à l'IFI 0. Maintenant, je veux acquérir un bien immobilier de 1 million d'euros et je veux le financer par emprunt. Si je le fais comme ça, à titre perso, je vais avoir combien de déclarés à l'IFI? Bah non. Alors, 0. Zéro. Mais je suis un petit malin. Ok, j'achète le bien, j'en Je vais l'acheter, au lieu de l'acheter directement et de l'emprunter directement, je vais le faire par l'intermédiaire de la société. Bonne idée? Ah, normalement, c'est censé être sans conséquence. Bah non, vous allez voir. Eh bien, si je l'achète par le bien, je vais avoir du coup un actif immobilier de 1 million, une dette de 1 million, qui est évidemment parfaitement déductible, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Par contre, qu'est-ce qui change? Eh bien, dans la composition de mon actif, j'ai 1 million sur 2 millions, j'ai donc un coefficient de taxation de 50%, et donc j'ai une base imposable à l'IFI de 500 000, d'accord? Je suis passé d'une structuration rapide personnelle où j'avais 0 à une structuration où j'avais 500 000. Alors que globalement et patrimonialement, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Maintenant, je crée une société civile et elle est filiale de la boîte et je finance le bien à l'intérieur de cette société civile, ce qui vous prouve que Laurent Minouzi avait déjà lu les slides avant de vous les présenter. Et donc, on a le bilan de la société filiale, celle-là, elle est simple, on a un capital de 2000, une dette de 901, et donc elle ne vaut pas grand-chose. Et quand j'arrive à calculer la valeur de mon bien immobilier dans le total de l'actif, j'ai un coefficient de taxation de 0,1%, et évidemment une base imposable à l'IFI de 1000, c'est-à-dire en gros le capital de la société civile, c'est pas trop mal joué. Où est-ce que je mets maintenant ma dette? Le contribuable détient une société, on a des actifs, on va acquérir un bien immobilier, là aussi qu'on va financer par emprunt. Et bien encore une fois, suivant la structuration que l'on va retenir, on va générer ou non une base imposable à l'IFI, et on va pouvoir avoir soit 50%, soit 100% du bien acquis, là aussi, par à peu près le même mécanisme. On a toujours Jean Revient pas, qui est toujours parvenu, donc, qui détient la société, mais on va avoir une situation exactement inverse de la fois précédente. Là, j'ai un bien immobilier avec un capital de 1 million, j'ai pas de dette, et donc la valeur de ma société, ah là, il y en a 0 qui suit, 1 million quand même, ça y est, ça se réveille. Coefficient de taxation immobilier là, 100%, donc déclaration à l'IFI, 1 million. Je veux prendre une participation dans une société pour 1 million d'euros que je vais financer intégralement par emprunt. Bonne idée? Base imposable à l'IFI 0, elle ne détient que des biens immobiliers. Dans la société initiale, base imposable à l'IFI inchangée, 1 million d'euros. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Ça, c'est l'option 1. Ça, c'est l'option 1. Je ne change rien à la structuration initiale, puisque d'un côté, j'ai une dette, de l'autre côté, ma structuration initiale n'a pas changé. Par contre, option 2, j'achète cette participation par emprunt et je le finance par l'emprunt. Et du coup, ici,
j'ai un total d'actifs qui est de 2 millions. La valeur de la société, elle n'a pas bougé puisque ma participation a été intégralement financée par emprunt. Par contre, j'ai un coefficient immobilier qui est de 50% de l'actif, et donc ma base imposable à l'IFI devient de 500 000. Le bien immobilier qui aurait pu être intégralement taxable devient taxable en partie simplement du simple fait d'un choix de la localisation de l'emprunt. Maintenant, je passe non pas par un investissement direct, mais je crée une société civile filiale et achat de la participation par cette filiale. Et du coup, le bilan de la société mère, le seul changement, c'est 1000, et mon capital a augmenté de 2000. Le bilan de ma société filiale, j'ai l'acquisition de ma participation et ma dette de 900 et des brouettes. Valeur de la société, 1 million 1 000, qui est composée intégralement, enfin quasiment, intégralement d'un bien immobilier. Et donc, j'ai une base imposable, cette fois-ci, de la quasi-totalité, c'est-à-dire 1 million. Vous voyez, à titre personnel, je ne suis pas sûr que le législateur se soit aperçu de toutes ces conséquences en matière de localisation, soit de l'achat de la structure, soit de l'achat de la dette, et qui fait passer un contribuable dans une situation radicalement identique à une taxation de 0, 500 000 ou 1 million. Je ne suis pas persuadé qu'il se soit aperçu de tous ces problèmes-là. Dernière illustration, et là, c'est aussi contre-intuitif parce qu'on commence par dire je vais acheter un fonds de commerce. Donc a priori, le fonds de commerce n'étant pas taxable à l'IFI, on se dit tout ce qu'on peut faire ne va avoir aucune conséquence. Donc j'achète un fonds de commerce et l'immobilier au sein duquel je vais exploiter. L'un et l'autre ont la même valeur et j'ai des sous, la moitié du prix d'acquisition, je peux la financer, le solde par emprunt. Et pour compliquer, enfin c'est pas pour compliquer, c'est pour que les chiffres veuillent dire quelque chose, on va supposer que l'exonération pour bien professionnel n'est pas acquise, les conditions ne sont pas remplies. Et là aussi, selon où je veux mettre la dette, la base imposable sera égale à 0, 50 ou 100% de la valeur de l'immobilier, alors même que, évidemment, patrimonialement, il n'y a rien qui change. Quand est-ce que j'aurai 0%? Si j'ai constitué une structure ad hoc pour l'achat d'immobilier avec le financement par emprunt, puisque là, encore une fois, je vais avoir 100, ça va faire 0. 50% si j'ai une seule et même structure qui acquiert le mur et le fond, parce que je vais avoir un coefficient de taxation de 50. Et puis 100% si ma structure ad hoc est constituée pour l'achat du fonds de commerce, avec un financement par emprunt, parce qu'encore une fois, les effets de la limitation vont faire que l'immobilier va être taxable à 100%. Là aussi, je ne parle pas du législateur, à faire comprendre à nos clients, là aussi, c'est pas toujours très simple. Incidence des conventions de trésorerie dans les groupes de sociétés. Là aussi, ça nous arrive quasiment tous les 4 matins. On va aller un peu plus vite parce qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, ça fonctionne toujours de la même façon puisque c'est mon pourcentage par rapport au total de l'actif. J'ai une société holding, A avec présence d'une convention de trésorerie et remontée des liquidités de toutes mes filiales, il est où mon rouge, et B ici avec une absence de convention de trésorerie. Évidemment, globalement, les deux sociétés ont un patrimoine autre que la trésorerie à peu près identique. Immobilier 5 millions, fonds 10 millions, de trésorerie 1 million. Donc, en vérité, avant mon opération, la boîte vaut 16 millions. Dans ces cas-là, absence de trésorerie, j'ai 5 millions d'immobilier sur 16 millions, j'ai un coefficient de taxation de 31,25, donc ma base imposable 5 millions. Dans l'autre, j'ai fait une convention de remontée de trésorerie. J'ai donc 3 millions de trésorerie supplémentaires. Évidemment que mon capital, la valeur de ma société n'a pas bougé d'un iota, puisque les remontées de trésorerie font naître des dettes à hauteur. Et donc là, j'ai un coefficient de taxation du coup de 25%, et ma base imposable à l'IFI est de 4 millions. Vous voyez, là aussi, simplement une question de remonter ou non des trésoreries, sachant que, je préfère le répéter, vous le savez tous, on avait assez peur de faire systématiquement ces remontées avec l'ISF. Pourquoi? Parce qu'on avait
notion de trésorerie excédentaire qui pouvait être taxée à l'ISF, alors que là, cette notion a complètement disparu, donc il n'y a plus raison de se priver de cette remontée de trésorerie. Dernier point, actifs démembrés et incidence sur la valorisation des titres. Hein, c'est la même chose. Le problème, c'est que on nous dit qu'il faut taxer tous les droits immobiliers et que si on détient l'usufruit d'un bien à l'actif d'une entreprise, évidemment qu'elle va générer un calcul et un coefficient de taxation différent, avec là, mais c'est pas nouveau, c'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas propre à ce texte. Il est vrai que si on utilise cette stratégie pour échapper à l'IFI sous prétexte que c'est l'usufruitier qui est taxable et qu'une société ne saurait pas être taxable à ce titre-là, on pourra faire l'objet d'une procédure de l'abus de droit. Ça, en général, on est bon comme la romaine, si je peux me permettre cette expression. Alors, voilà le cas de figure. J'ai un usufruit immobilier de 350 000, des dettes qui non liées à l'usufruit de 2 350 000, ça a financé en grande partie le fonds de commerce, une trésor de 1 million, un total d'actifs de 6 350 000, et compte tenu de la dette, la valeur de ma société est de 4 millions. Le bien immobilier d'une valeur d'1 million et la base imposable de l'usufruit, c'est 350 000. À combien je vais taxer la valeur de mon usufruit? Eh bien, en fait, je vais la taxer à hauteur de 6%, parce qu'elle ne concerne que 6% de mon total immobilier. Et donc, par le simple fait de l'inscrire à l'actif d'une entreprise, au lieu d'avoir à déclarer les 350, au lieu d'avoir à déclarer, carrément les 1 million, je vais déclarer que 220 472. Donc, si je n'ai pas une motivation solide à l'avoir inscrit à l'actif de l'immobilier de mon entreprise, là, je peux risquer peut-être un peu les foudres de l'article L64. Bon, ça, tu en as déjà parlé. Encore une fois. Voilà, on a commencé un tout petit peu à répondre. Hein. Comment justifier que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif fiscal? Si je contracte une dette parce que je suis raide qui m'impasse la selle, là, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de soucis à justifier mon emprunt. J'ai pas la trésorerie nécessaire. Alors, c'est indirectement la question, c'est la question de Jean-Philippe de tout à l'heure. Hein. J'ai pas la trésorerie nécessaire parce que je suis raide. Ok. J'ai pas la trésorerie nécessaire parce que j'ai des fonds dans un compte courant ou j'ai des fonds dans un contrat d'assurance vie. C'est un petit peu plus compliqué. Hein. Là, il faudra, à notre avis, en tous les cas au mien, dire qu'il y a des opérations et des motivations de transmission patrimoniale au sein de la famille pour, par exemple, assurer une détention durable, ne serait-ce que d'une résidence principale, une résidence secondaire dans le cercle familial, pour pouvoir être tranquille de ce côté-là. Alors, je vous en ai dit 2 mots tout à l'heure. Le BOFIP nous dit, et vous avez les références précises du BOI, que l'objectif principalement fiscal sera déterminé uniquement en fonction de l'économie d'IFI. Okay, et donc, a priori, les comptes courants qui sont constitués avant le 1er janvier 2018 ou avant l'assujettissement à l'IFI du contribuable sont en théorie déductibles à 100%. Pourquoi je dis simplement en théorie? Parce que, souvenez-vous, jusqu'à l'apparition de l'IFI, quand vous écoutiez les conférences sur la comptabilisation dans une SCI, qu'est-ce que l'on vous disait au niveau du résultat? Ça dépend. Toi, tu m'as écouté souvent, c'est pour ça. Ça dépend. Mais d'une manière générale, avant, sous l'époque de l'ISF, même quand les titres de la SCI étaient exonérés d'ISF pour cause de biens professionnels, les comptes courants, eux, ne l'étaient jamais. Donc, qu'est-ce que l'on vous disait? Les comptes courants, report à nouveau, c'est mieux. Report à nouveau. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va vous dire à partir de 2018? On vous l'a dit, les pertes, report à nouveau, les bénéfices, compte courant. Quelle va être la tentation relativement forte des vieilles SCI? Si vous avez une SCI qui a au moins 15 ans, votre bilan c'est quoi? Vous avez la valeur d'origine de l'immeuble, on va dire 1 million, capital 1000 et report à nouveau 999, c'est ça?
comme par hasard, vous allez faire une assemblée le 15 juin 2019 en disant « Mon Dieu, suis-je bête, je vais affecter ça en compte courant ». Bon, voilà. Là, celui-là, il m'apparaît un peu plus fragile. Et pourquoi on vous a mis par précaution, sauf compte courant à Paris depuis 20 septembre 2017, parce que c'est la date de promulgation du texte, et qu'on nous dit que par précaution, maintenant que la loi se font soit au Figaro, soit aux Échos, soit à RTL, c'est peut-être un peu plus prudent de faire attention à cette date-là. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, la mission fiscale n'a pas les comptes de la SCI, parce qu'elle a que 2072. Et donc, en fait, il faut juste refaire la compta sur les dernières années pour s'assurer qu'on est bien. C'est jamais ça. Mais bon, Et, moi, j'ai rien dit. Hein. et être sûr, oui, non mais t'as raison Laurent, mais être sûr que par hasard, on n'a pas fait, il y a 2 ans, une donation en disant la valeur de la part s'étend parce qu'il n'y avait pas de compte courant ou vice-versa. Voilà. Mais évidemment, il faut être assez prudent. Un petit exemple pour la route, pour bien comprendre d'ailleurs pourquoi le législateur est intervenu en 2018 à ce niveau-là. J'ai un immeuble A de 600 000, j'ai des liquidités de 300 000, des dettes non déductibles de 150 000 par hypothèse, et des dettes déductibles de 350. Comment se fait le calcul? Rappelez-vous, les 5 étapes. Je détermine la valeur vénale des parts, là c'est 400 000, mon associé A à 80% des titres. Je détermine ma valeur IFI des parts, 550, quel qu'est 400 plus 150, c'est bien, il y en a un qui suit. Et donc, la valeur IFI de mes parts, c'est 550. Ma base IFI, c'est quoi? 367, pourquoi? C'est ma proportion de la valeur immobilière dans le total de l'actif. Et la base IFI pour A, c'est 294, pourquoi? 367 multiplié par 80%. Pourquoi je vous ai indiqué cet exemple? Parce que monsieur A n'a que 80% des parts. Ah oui, tu l'as effacé l'autre, d'accord. Il y avait un petit tableau qui suivait, mais on va le retrouver tout à l'heure pour voir qu'est-ce qui se passe si A passe soit à 100%, soit à 100%, parce que évidemment, qu'est-ce qu'il va y avoir comme incidence? C'est qu'on va retraiter aussi la quote-part de dette non déductible à rajouter à la valeur de l'IFI. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire inextricable? Quelques mystères, on en a déjà parlé ça, hein. Ouais. Donc on va passer rapidement, tout ce qui est renégociation et compte courant. Et donc, pour l'activité professionnelle, Maestro, c'est toi ça ou c'est moi? Non, mais tu peux y aller en fait. Mais tout ça, on en a parlé hier longuement avec. On peut peut-être accélérer en fait sur ça, mais Ouais, donc, loueur en meublé pro, ça on en a parlé hier, effectivement, on est ici en IFI. Peut-être un tout petit peu insister, ce que fait régulièrement la MIJAC, d'ailleurs quand il intervient, peut-être un tout petit peu insister sur des choses que l'on oublie assez souvent, c'est sur l'exercice de l'activité, mais effectivement il n'y a pas de grande nouveauté en matière de NLP par rapport à l'IFI. Un rappel quand même qui pose quelques problèmes sur les exonérations ISF non conservées. En ce qui concerne les titres faisant l'objet d'un pacte d'Utrecht ISF, avec soi-disant les obligations déclaratives maintenues, mais qui ont été, vous le savez, très largement allégées par la loi Pacte, me semble-t-il. C'était quelque chose qui nous permettait d'exonérer à 75% aussi certains actifs non exonérés. Rappelez-vous encore une fois, les liquidités excédentaires, quand on avait fait un pacte d'Utrecht, au moins on pouvait n'en taxer que 25%. Des titres cédés avec réserve de usufruit par un dirigeant à l'occasion de son départ en retraite. J'avoue que j'ai pas bien compris pourquoi on avait supprimé celle-là, parce qu'elle était assez utile, assez intelligente, notamment pour anticiper et préparer les transmissions d'entreprise. Et puis enfin, les titres, tout le monde a appelé ça méchamment d'ailleurs, l'amendement breton, parce qu'on pensait que c'était fait par mesure, quasiment sur mesure par lui-même, partant du principe qu'on est déjà aussi bien servi que par soi. Les titres détenus par les salariés et mandataires sociaux, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les autres conditions de détention à 25%, mais ça leur permettait, lorsqu'ils y exerçaient leur activité, d'avoir une exonération de 75%, qui était quand même assez agréable.
En synthèse, Alors, là je crois que c'est bien, je sais que tu dois y foutre, mais en vrai c'est quand même tout bien. se poser la question, comme on l'a dit, on regarde l'article 965, puis 975, et analyser évidemment la difficulté des passifs. Donc comment on réagit quand on est... C'est ça. Donc, est-ce que la société dont le redevable détient les titres est une société opérationnelle? Première question. Est-ce que j'ai affaire à une société civile immobilière ou est-ce que j'ai affaire à une SAS, etc. Si c'est oui, je peux me poser la question de savoir si j'ai moins de 10%. Et si c'est le cas, à ce moment-là, 965, deuxième alinéa, rien à faire, ça sort du champ modifié. Si la société est opérationnelle, est-ce que je détiens moins de 10%? Non. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des actifs immobiliers qui sont affectés à l'exploitation de la société du groupe ou détenus directement par la société mis à disposition par une société du groupe? Si la réponse est oui, c'est-à-dire que c'est des biens qui sont affectés, voilà, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je suis exclusif. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je vais aller me poser la question si c'est exonéré au regard du 975. De la même manière, si j'ai une participation dans une société civile immobilière, une société qui n'est pas opérationnelle, et que les actifs immobiliers ne sont pas affectés à l'exploitation de la société opérationnelle qui les détient, d'accord? À ce moment-là, je vais au cas. Donc avant même de se poser la question de savoir si c'est un bien pro, j'ai déjà plusieurs hypothèses qui me permettent d'exonérer l'immobilier qui est détenu dans une société dans laquelle j'ai une participation. Quand j'arrive sur la partie 975, eh bien je refais le même schéma. Est-ce que l'activité du redevable est exercée à titre individuel ou dans une société allière? Si ce n'est pas à titre individuel ou une société allière, c'est-à-dire que je suis dans une société alliée. Est-ce que c'est une activité opérationnelle? Oui. Est-ce que j'ai des fonctions de direction? Oui. Est-ce que j'ai des fonctions normales? Oui. Eh bien, le redevable est gens minoritaire, c'est les gens de l'ESA, les participation est supérieure à 25% des droits de vote, ouais, et tout ça, ça me permet d'exonérer parce que c'est un bien professionnel. Si je réponds non à l'une de ces questions, eh bien, alors, je ne remplis pas les critères de l'activité professionnelle, et donc pas cette taxé au titre de l'IFI. D'accord? Il n'y a que cette réponse où j'ai le droit de répondre non, parce que j'ai plus de 25% des droits de vote. Non, mais est-ce que ça représente plus de 50% de la valeur brute de mon patrimoine? C'est les mêmes règles que l'ISF. Hein. Et dans ces cas-là, si je réponds non, pas de problème. Encore une fois, c'est une image sur un tableau fait parce qu'il y a certainement il y a à peu près un peu moins de 2 ans, et donc vous pouvez enlever en haut à droite l'inscription RCS. Donc, Pierre, Je note là ou je note pas? c'est là où détient 100% d'une holding, H, dont il est le dirigeant, qui détient elle-même 60% de la filiale F, une société d'exploitation, et dont il est également le dirigeant, et il a en direct 40%. Il a une participation de 100% dans une SCI. Il détient les locaux qui sont utilisés par la filiale F. Il est rémunéré par F, la filiale, et H est une holding interposée. Un schéma qui n'est pas très original. Mais en avoir des comme ça, 2-3 pétés au cabinet. Est-ce que... donc la question, évidemment, c'est quoi? C'est est-ce qu'il est exo sur la valeur de ses titres? Et si oui, est-ce que c'est au regard du 965 ou du 975? Alors, qui dit que c'est imposable? Bon, ça, c'était pour vous mettre en route. Hein, c'est ça. Mettre en jambe, ouais. Ok. B est exonéré au titre des biens professionnels, article 975. C'est un bien professionnel. D'accord, il a bien plus de 25%, il est dirigeant, et il est rémunéré par la filiale, et il remplit toutes les conditions pour que ce soit un bien professionnel, donc il n'y a pas de problème. Et au global, il détient bien 100% plus 40%, il a bien 100% du titre, et donc il n'y a pas de problème de participation. Ok. Alors, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de transformer sa holding en holding animatrice, parce qu'il envisageait de faire une transmission du trait, il voulait que ça soit une holding animatrice. Et donc, on lui a dit, c'est mieux si tu as un holding qui va facturer des prestations, pour que ce soit déductible. Il était voir Pierre-Yves, il a dit, non, mets ta holding dirigeant de ta filiale. Quelles sont les conséquences de ce petit changement, qui n'est pas, là aussi, rare, en vérité, d'avoir... Je dirais les filiales, c'est fréquent. Il est assez fréquent. Il est assez fréquent. Et dans ces cas-là, on rémunère la holding en tant que présidente. Hein, on a tous fait ça, parce qu'on s'est dit c'est quand même plus simple que les management fees qui sont négociés, remis en cause par l'administration fiscale. Mais donc je ne suis plus dirigeant de ma filiale ici. Bah, et c'est quoi les conséquences? Bah, c'est que j'ai plus l'exo bien bon. Pourquoi? Parce que ma filiale n'est plus bien professionnelle. Je ne suis pas dirigeant.
D'accord? Donc ça, il faut l'avoir en tête, ça, ce schéma-là. Il est hyper fréquent, en fait. D'accord? On se dit, par simplification, je vais mettre ma holding dirigeante des filiales, mais la conséquence, c'est qu'il faut que je revisite ma structuration en regardant les filles. Ok? Comment je corrige? Alors, est-ce qu'on va à la correction? Non, on reste sur l'ancienne. Il y a parce que deux, trois trucs assez intéressants, je pense. Vas-y. Tu mets le bail en haut. Oui. Est-ce que si je mets le bail ici, et Choulou ici, je règle le problème? Tu mets le bail au-dessus. Je conclue un bail entre la SCI et la holding, Ah oui, c'est ça au-dessus. et la holding, elle Soulou, sa filiale en bas. Est-ce que ça règle le problème? C'est une société d'exploitation. Ah oui, Bah si, c'est une holding animatrice. ouais, c'est bon. Oui, ça règle le problème, d'accord? Parce que la holding, elle est holding animatrice. Si c'était une holding interposée, ça ne réglerait pas le problème. Est-ce que si je fais détenir les titres de la SCI B par H, est-ce que je règle aussi le problème? Je voudrais attirer votre attention sur un point, en voulant, je vous parle aujourd'hui, hein, c'est-à-dire 25 mai pour l'instant, en voulant régler un problème certes important d'IFI, que l'on règle. Qu'est-ce qu'on a comme autre souci dans ce que vient de dire Laurent en présentant le cas? Il vient de dire qu'il voulait faire de H une holding animatrice pour Indutrade. Or, aujourd'hui, une holding animatrice qui détient une participation dans une société civile immobilière n'est pas reconnue éligible au Dutrade. Et vous avez, me semble-t-il, beaucoup de confusion entre une décision du 13 juin 2018 qui relève du Conseil d'État sur un problème de déduction Madelin et qui a reconnu qu'une holding animatrice n'avait pas besoin de contrôler l'intégralité de ses filiales, problème qui, à ce jour, à ma connaissance, n'est toujours pas résolu par la Cour de casse, parce que il y a deux arrêts, un arrêt du tribunal administratif de Montreuil et la Cour administrative, TGI Montreuil, Cour administrative de Paris, qui a donné tort à l'administration, mais celle-ci s'est pourvue en cassation. Donc aujourd'hui, même si on est tous persuadés qu'elle a tort à 100%, pour ne pas dire à 150%, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de nos amis notaires qui refusent par précaution de faire un pacte du trail lorsque la holding détient les titres d'une SCI. C'était là-dessus que je voulais juste attirer votre attention 2 secondes. Bon, alors là, on est dans un schéma où Pierre détient 60% de la holding. Il est également le dirigeant de la filiale, donc c'est bien un bien d'exploitation, donc on est bien dans le cadre d'un bien professionnel. Il remplit toutes les conditions. Et il a 100% des parts de la SCI qui conclut le bail avec sa société opérationnelle, mais il n'en détient que 60%. Est-ce qu'il peut déclarer à l'IFI quelque chose ou pas? Est-ce que les 100% sont exonérés? Qui pense que les 100% sont exonérés? Eh bien non. Hein? C'est exonéré à hauteur de la participation que tu détiens dans la société opérationnelle. Okay? Mais si jamais il détenait ici dans la SCI, non pas 100 mais 50%. Est-ce que j'aurais déclaré 40% de 50%, c'est-à-dire 20%? D'accord, je détiens 60% dans ma société opérationnelle. Mais je détiens par ailleurs 50% dans la SCI. Qu'est-ce que je déclare à l'IFI? Pourquoi? Exactement, d'accord? En fait, tu déclares à hauteur de la participation que tu détiens dans la société opérationnelle. Donc, comme il a 60% ici, tout ce qui est en dessous de 60% est exonéré. S'il avait 63%, il devrait déclarer 3% à l'IFI. Ok? Donc là, évidemment, comme il a que 60% et qu'il a 100 ici, il faut bien qu'il déclare 40% à l'IFI. Ça, c'est la même règle qu'à l'ISF, en vérité. Okay? Sauf que personne ne l'a connaît. Et une fois, j'ai fait une déclaration comme ça d'ISF pour un de mes clients. Et j'ai eu un contrôle de l'administration fiscale qui m'a convoqué en me disant « Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça. » J'ai expliqué que mon client n'avait pas 100% de capital. « Ah bon ? Oh, c'est comme ça que ça marche ?» J'ai expliqué le truc.
Mais donc c'est pour ça que Là, ça vous aurez compris qu'il fait payer à ses clients des Mais oui. ISF qu'ils n'auraient pas dû payer. Mais comme quoi, il faut pas être trop rigoureux, tu vois. Ouais. Ouais, faut pas être trop honnête. Et après, Parce que le fisc, il connaît à peine cette règle, en fait. Bon, bref. Alors, là, je détiens 100% de ma holding, qui détient 100%, et j'ai fait définir les titres de la SCI par la holding. Et donc, ma holding est une holding interposée, pas animatrice. D'accord? Donc, j'ai une société, ici, holding interposée, qui détient à la fois une participation dans une société personnelle et dans une SCI. Est-ce que c'est exonéré ou pas? Alors, si vous aviez les réflexes de l'ISF, vous auriez répondu, vous savez, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir une interposition. Exactement. Mais à l'IFI, on n'a plus cette contrainte. D'accord? Il n'y a plus de limite au nombre de sociétés interposées pour bénéficier des exonérations bien pro de l'immobilier. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc, là, maintenant, je détiens une holding qui est animatrice. Donc, c'est une société opérationnelle, assimilée à une société opérationnelle par la justice fiscale, qui détient 100% du SCI, qui détient 100% du société d'exploitation, et elle baille entre les deux. Est-ce que je suis exonéré ou pas? D'accord? Je ne suis plus en interposition avec une. Voilà, sachant que ma société d'exploitation en bas n'est pas une société opérationnelle, puisque je ne suis pas le dirigeant. Donc c'est pas un bien pro. Enfin, c'est une société opérationnelle, mais c'est pas un bien pro. Est-ce que ça pose problème ou pas? Eh bien oui, mais seulement parce que je peux me rattacher, non pas aux règles du 1975, bien professionnel, que je ne remplis plus, puisque je ne suis pas le dirigeant de la filiale qui prend à bail le bien qui est détenu par ma filiale, mais au regard en fait du 1965. Lorsqu'il y a des biens qui sont détenus par une société opérationnelle et qu'elle les met à disposition d'une filiale, d'une société ou qu'elle détient, à ce moment-là ça marche. Le fait que je sois le dirigeant est accessoire. Donc en fait là on n'est pas exonéré au regard des biens professionnels, parce que sinon ça n'aurait pas marché, mais on est exonéré au regard du 1965. C'est assez compliqué hein, comme situation. Hein. Conséquence, on vous a dit tout à l'heure que détenir des parts de SCPI, c'est toujours déclarable. Et donc, de temps en temps, quand on peut avoir des agacements que le placement de trésorerie au sein des entreprises rapporte entre 0,12 et 0,25, on peut se dire qu'il faut aller chercher des parts de SCPI, parce qu'au moins les parts de SCPI, certaines, vont rémunérer jusqu'à 4,50, pour certaines 7%, mais c'est plus rare. Et donc, la tentation pourrait être grande d'acquérir des parts de SCPI. Elles ne sont pas exonérées d'IFI, vous devez les déclarer. Ce qui veut dire que, ne serait-ce que en détenant 100 000, 200 000, 300 000 euros de part IFI, conséquence de taxation maximum pour l'IFI, c'est 3 fois rien, mais en matière de calcul, dans les exemples qu'on va voir ailleurs, ça vous oblige à faire tout le cheminement du calcul, et ça me paraît une excessive mauvaise idée. Ce qui veut dire que, même si vous dites, mais qui va savoir que ma boîte a acheté des parts de SCPI? Si le gérant de la SCPI fait bien son boulot, et qu'elle écoute le décret de machin chose qu'il y a ici, elle a l'obligation de communiquer aux redevables, je ne suis pas sûr qu'elle le fasse systématiquement, mais aux impôts, le nom de toutes les personnes qui ont souscrit et aussi les éléments nécessaires à la déclaration. Donc, soit c'est une structure seule, auquel cas ça peut être assez facile, mais si c'est pour acheter une part minoritaire de liquidité, c'est pas la peine. Allez, on va commencer doucement pour voir si vous êtes bien réveillés. J'ai un immeuble A de 1000, j'ai un total d'actifs de 1000, mon capital est de 10, et donc à l'IFI je déclare 10, bravo, ils ont tout compris. À l'ISF, j'aurais déclaré combien? 1000. 1000. Pourquoi? 10, les dettes. Bah, Mais les dettes. Là, c'est pas un concours, mais les dettes. C'est un concours? c'est un bon courant, mais vous l'avez pas Il y avait un piège. dit. Bon, allez, ça va, vous avez bien compris. Question pour un demi-champion. Là, j'ai un immeuble A de 1000, un apport en compte courant qui est tout à fait déductible, des dettes qui le sont tout autant. À l'IFI, ma valeur, c'est 10. À l'ISF, ça aurait été de... C'est ce que tu as écrit, là. Ouais. j'aurais mis ailleurs, Mais c'était là l'erreur. les catholiques.
Les 90, je les déclare quand même, l'ISF. Oui, donc c'est 100. D'accord. Donc là, c'est 100. Donc, après, a priori, vous avez à peu près compris. Il y a quand même des bonnes surprises. J'ai un fonds commercial dans un actif où il y a un immeuble. Et donc, ici, si je fais mon calcul de prorata, la valeur de ma société, c'est 400, la quote-part de mon immeuble, c'est 50%, et donc, ma base imposable à l'IFI, c'est de 200, alors que si j'avais détenu ce bien en direct, immeuble 1 million, moins dette IMO 600, j'aurais déclaré 400. Le nouveau système me fait gagner 200 000. Évidemment, il y en a aussi des mauvaises. J'ai la même structuration, exactement la même, hein, et cette fois-ci, évidemment, à l'IFI, je déclare exactement la même chose, 400 de total de valeur, 50% de total actif immobilier, base imposable 200. Vous avez compris que si j'avais détenu en direct, j'aurais payé 0. Ça peut se compliquer assez vite. Voilà un petit exemple. J'ai un bilan. Bon, comme ça fait assez longtemps que j'en fais plus, donc à chaque fois que je vérifie que l'actif est égal au passif, ça me rassure. Hein, et je me dis qu'il y a une chance que le bilan soit bien. Après, là, ici, ce sont les valeurs vénales. Donc, du coup, évidemment, c'est un peu moins équilibré. Hein, et pourquoi cet exemple? On prend un immeuble pro, VNC 500, valeur vénale 700, un immeuble loué, sous-entendu, celui-là, il ne sera jamais exonéré. Hein. 200, valeur vénale 300. Des types de participation, valeur d'acquisition 100, valeur vénale 400, et tout le reste. Voilà. Et j'ai en face, pour l'instant, je ne me suis pas cassé la tête, hein, un tas de passifs. Je considère qu'elles sont tous déductibles. Comment je calcule ma valeur d'IFI? Eh bien, comme d'habitude, valeur vénale, la quote-part des immeubles non exonérés, mon coefficient de taxation, et là j'arrive avec 16,67 de coefficient de taxation, et une quote-part imposable départ de 133. Encore une fois, si je l'avais détenu en direct, j'aurais eu une base imposable de 200. C'est clair ça pour vous? De 300. 300. Pourquoi? Pourquoi 200? Ah oui, valeur vénale. Non, mais est-ce que les 100 d'emprunts, je considère que c'est 100 d'emprunts sur l'immeuble. Oui, pardon. Là, ils sont alignés, les emprunts. 300 moins 100. 300 moins 100. Ah, c'est ça, quand on fait des exemples à minuit, après on s'en souvient plus. Des effets amusants. Enfin, amusants a priori, ça amuse que moi, mais c'est bien pas mal. J'ai un exemple là avec des valeurs vénales, vous voyez, où vous reconnaîtrez l'exemple de tout à l'heure, où mon immeuble loué vaut toujours la même chose. J'ai abaissé la valeur de mon immeuble professionnel, ok, et j'ai augmenté, j'ai diminué en même temps ma valeur de taxation, alors que si je l'avais détenu en direct, évidemment, j'aurais payé toujours la même chose. C'est-à-dire que simplement en jouant sur la valeur de quelque chose qui n'est pas taxable, j'ai baissé mon niveau de taxation à l'IFI. C'est clair pour vous? Les effets pervers du jeu de la vérité. C'est pas pervers, c'est pervers. Qu'est-ce qui se passe? Je fais varier la valeur vénale de certains biens, certains taxables, certains qui ne sont pas taxables, hein, et en fonction de cette valorisation, je peux passer d'une quote-part imposable de départ de 80 versus 200, 120 versus 200, et vous voyez bien que, en vérité, dans la valeur patrimoniale entre là et là, la seule chose qui a changé, c'est la valorisation que j'ai accordée à des biens qui ne sont pas tous directement concernés par l'IFI. Un petit clin d'œil là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben moi, ça m'inspire la chose suivante, c'est et d'une. Qui va faire des déclarations IFI en fournissant à l'administration ce genre de détails? Normalement, personne. Première conséquence, délai de prescription habituel de vos déclarations IFI, ça va être de... Ah oui, 6. Parce que là, l'administration,
elle va vous dire qu'à tout le moins, elle a besoin de faire des recherches hein, pour vérifier vos déclarations IFI. Deuxième réflexe, la traçabilité de tout ça, surtout pour 6 ans, parce que si vous vous amusez, c'est pas le conseil que je vous donne, c'est juste le clin d'œil pour vous faire toucher du doigt les conséquences. Si vous vous amusez à valoriser des immeubles pro ou des immeubles exonérés ou des immeubles non exonérés, vous allez avoir une certaine traçabilité, ne serait-ce que par de la documentation extérieure sur les martingales, les prix au mètre carré, tout ça. Si vous vous amusez à faire varier les types de participation, là, entre 1 an et 6 ans, les valeurs peuvent varier considérablement, donc vous avez vraiment intérêt à garder une grosse traçabilité. En ce qui concerne le problème de la dette, eh bien, voilà un exemple d'actifs immeubles 1,3 million, liquidité 1 million. J'ai un compte courant d'immeuble sur l'immeuble qui a financé l'immeuble, 1 million, déductible mais souscrit en 2010. Et j'ai un compte courant de liquidité autre dont on a vu qu'il était entièrement déductible. J'ai donc une valeur de ma société, tiens, je l'ai placé un peu bizarrement ma valeur, j'ai une valeur de la société de 300 000, puisque évidemment c'est le total de l'actif moins le passif. Je calcule, je l'ai fait tout à l'heure, rappelez-vous, mon associé A à 100%, la valeur vénale départ c'est 300 000, les dettes non déductibles c'est 400 000. Pourquoi 400 000? J'ai pris 1 million de comptes courants que je considère comme un emprunt in fine, j'ai donc enlevé les quelques vingtièmes qui se sont écoulés depuis 2010, et donc la valeur IFI départ, c'est la valeur taxable à l'IFI de 300 000, plus les dettes non déductibles. 400, ça fait une valeur IFI départ de 700 000. C'est quoi ma base IFI? C'est la proportion qu'il y a là. J'arrive donc à 396 000. Et comme j'ai 100% pour l'instant, j'ai 396 000 à déclarer à l'IFI. Ce que je voulais vous montrer par le deuxième tableau qui arrive, c'est si mon pourcentage de détention tombe à 70%. Pourquoi, par exemple? Même sans rien faire du tout. J'ai un enfant mineur qui devient majeur. Okay, et donc, je le détache de mon foyer IFI. Mon pourcentage de détention passe à 70%. Réflexe intuitif, c'est peut-être se dire que, au lieu de faire 100% ici, je vais faire que 70%. Ça serait trop simple. C'est pas marrant. Hein? Il faut donc, en même temps, remodeler la dette non déductible sur sa quote-part de 70%, et quand on continue le calcul, on arrive à une base IFI de 229 500. Et donc, encore une fois, la vraie raison, comment dirais-je, le vrai texte, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, voire même inextricable. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, nous vivons à l'ère de la simplification.